Pendant 7 ans, j'ai payé les études de médecine de ma sœur. Quand elle a obtenu son diplôme, elle m'a traîné en justice pour l'héritage de notre grand-père. Ton seul rôle, c'est de te sacrifier. C'est ta place dans cette famille, m'a-t-elle dit. Lors de l'audience sur l'héritage, j'ai tendu une enveloppe au juge. Le juge a simplement regardé ma sœur et a éclaté de rire. Je m'appelle Ashley Cole. J'ai 33 ans, je suis l'aînée et celle qui répare les problèmes que personne ne veut admettre. Je suis détective privé, recherche de personnes disparues, vérification d'antécédents, fraude à l'assurance, et à l'occasion, le conjoint qui ne travaille pas si tard que ça. Je remarque les petits détails. J'écoute les silences que les gens espèrent que je vais manquer. Dans ma famille, ça a fait de moi la serpillière. Si quelque chose se cassait, je le recollais. Si quelqu'un pleurait, je payais. 7 ans comme ça. 7 ans à payer les frais de scolarité de ma sœur, son loyer, ses frais d'examen, ses blouses, ses manuels avec les autocollants encore sur le plastique. 7 ans à me dire que lorsque Nora deviendrait médecin, tout cela en aurait valu la peine. J'ai appris à vivre chichement. Nuits instantanées, bottes bon marché, une voiture qui sonnait comme une fanfare. Je prenais des affaires en parallèle pour de l'argent liquide. Ma mère me disait pleine de ressources quand elle avait besoin de quelque chose, et obsessionnelle quand j'avais besoin de poser une limite. Papa appelait ça être forte, ce qui, chez nous, a toujours signifié être un portefeuille. La nuit où tout a basculé a commencé dans la cuisine de ma mère. Faux comptoir en marbre, un réfrigérateur qui bourdonnait comme une gorge nerveuse. J'étais passée avec un sac de courses parce qu'elle m'avait envoyé un texto disant qu'on aurait bien besoin d'aide pour le dîner. J'étais en train de couper des oignons quand ma sœur est entrée d'un pas vif. Sa blouse blanche fraîchement pliée sur son bras comme si c'était une cape. « Prends ta journée demain », a dit maman, sans me regarder. Nora a besoin que tu la conduises en ville. Cérémonie de la blouse blanche. J'ai déjà prévu d'y aller, ai-je dit. J'ai libéré mon après-midi. Nora a ouvert le courrier sur le comptoir comme si la surface de la terre lui appartenait. Tu seras à l'heure, hein? Ne me fais pas ton coup de détective où tu disparais dans la nature. Je n'ai jamais rien manqué. Elle n'a pas levé les yeux. Tu manques beaucoup de choses, Ashley. Tu le caches simplement en payant. Ça m'a piqué, mais j'ai continué à couper. Les larmes d'oignon, c'est bien pratique pour ça. Puis ma mère a ajouté, presque doucement, comme si elle glissait un couteau sous un œuf, ton seul rôle, c'est de te sacrifier. C'est ta place dans cette famille. J'ai posé le couteau. Mon rôle. Tu sais ce que je veux dire, dit-elle, les yeux doux, la voix dure. Tu es doué pour soutenir, pas pour être sur le devant de la scène. Laisse Nora briller. Nora m'a enfin regardé, avec un petit sourire clinique. Ce n'est pas si compliqué. Tu as été faite pour l'arrière-plan. Quelque chose a basculé en moi. Mes mains étaient stables, mais le sol me semblait légèrement de travers, comme une photo accrochée de guingois. J'ai eu envie de dire 100 choses. Je n'ai rien dit. J'ai essuyé la planche, mis les moitiés d'oignons dans un sac et je me suis dit, demain, souris. Applaudis-la. Avale ça. Elle l'a mérité. Plus tard cette même semaine, grand-père est mort et la conversation de groupe s'est allumée comme une sirène. Nora, on fera l'audience pour l'héritage après mon appariement pour l'internat. Le timing est important. Maman, Ashley peut s'occuper des papiers. Moi, d'accord. C'était la première erreur, de dire « d'accord ». La seconde fut de croire que je comprenais encore les règles. Grand-père Henri n'était pas riche. Il avait une maison entièrement payée, un petit chalet au bord d'un lac, un modeste portefeuille d'investissement et une montre Omega de 1958 qu'il remontait chaque fois qu'il racontait une longue histoire. Il avait aussi un faible pour moi et une aversion pour les mensonges. Il m'a dit un jour, « Personne ne peut simuler le son d'un nom honnête. » Je ne l'avais pas compris à l'époque. Maintenant, si. Quand j'ai eu 26 ans, j'ai commencé à payer les études de Nora parce que nos parents ne le pouvaient pas à ce moment-là. Le dos de papa l'avait lâché, mais pas son swing de golf.
Maman avait épuisé ses économies, bien que le salon ait eu un nouvel ensemble de canapés et un lustre qui faisait paraître la table de la salle à manger trop petite. Nora a été acceptée dans une bonne faculté de médecine. Tout le monde a pleuré. Moi, j'ai regardé les chiffres. Ça a commencé par un semestre, puis une année, puis 7. Les prêts sont à ton nom pour l'instant parce que les taux sont meilleurs, a dit maman. Et on refinancera quand Nora aura sa licence. J'ai payé ce que l'aide financière ne couvrait pas. J'ai pris en charge les frais de découvert, les factures de téléphone portable et une caution d'appartement qui a été refusée parce que le propriétaire était louche. Je me disais que j'investissais dans une personne, pas dans un fonds. La conversation de famille se lisait comme une note de service d'entreprise écrite par des gens qui n'admettent jamais leur tort. Maman, Nora est notre priorité. Papa, nous faisons tous des sacrifices. Moi, je m'occupe de ce semestre. Nora, merci. Parfois, le « merci » venait avec un emoji cœur. Parfois, il venait avec une liste. Livres. Frais de laboratoire, cours de préparation à l'examen. Le bon cours, ajoutait-elle. Le mien expire mardi. Le travail s'est intensifié. J'ai accepté des missions de surveillance qui me gelaient les doigts. J'ai passé des planques de 8 heures avec du café éventé. J'ai appris quel prêteur sur gage me donnerait un bon prix quand un client payait en retard. Un propriétaire malhonnête a essayé de me payer en me donnant un mois de loyer gratuit pour effrayer un locataire. J'ai refusé. Mon loyer était assez bas et ma colonne vertébrale n'était pas à vendre. Au dîner de famille, je mangeais en silence et j'écoutais des projets dont je ne faisais pas partie. Maman parlait du futur cabinet de Nora, et papa faisait des blagues sur le fait que j'attrapais des infidèles. Nora tapotait sur son téléphone et disait des choses comme « Je n'ai pas le temps de dormir, encore moins de faire un budget ». Je hochais la tête, puis je faisais glisser ma carte de débit sur la table quand l'addition arrivait. Puis est venu le jour de l'appariement pour l'internat. Ballons, confettis, photos avec des légendes comme « Fier de notre futur docteur ». J'étais derrière l'appareil photo, au milieu de tout ça. Maman m'a pris le coude et m'a chuchoté, à propos, concernant le testament de grand-père. Sois raisonnable. Raisonnable, comment? Tu sais, Nora a fait de vrais sacrifices, a-t-elle dit. Elle mérite la maison. Elle aura besoin des fonds propres pour commencer sa vie. Le testament n'a pas encore été lu. S'il te plaît, ne sois pas difficile. Le testament a été lu un mardi pluvieux dans une salle de conférence qui sentait légèrement le tonneur. Grand-père laissait le chalet du lac à Nora et à moi, conjointement, pour la paix. Il me laissait la maison, et la montre. Les investissements étaient divisés à 60/40 en ma faveur en reconnaissance des services rendus. Il y avait une lettre à mon nom avec une phrase qui m'a brûlé la gorge, à celle qui a payé les factures qu'il ne devait pas. Le sourire de maman est resté collé sur son visage, mais ses yeux ont changé. Papa a demandé à l'avocat à quel point le langage était flexible. Nora a fait une blague sur l'achat d'une machine à café décente pour le chalet, puis a regardé les chiffres et s'est tue. Le lendemain, il y avait une nouvelle conversation de groupe, sans moi. J'ai vu les captures d'écran plus tard. Maman, Ashley renoncera à la maison. Nora, elle adore avoir le contrôle. Elle va en faire toute une histoire pour la montre. Papa, on va s'en occuper. Notre fille est sentimentale. Ce que j'ai reçu, c'est un appel. Et, a dit Nora. Tu devrais signer une renonciation pour la maison. C'est plus simple. Je te rembourserai quand je serai installée. Combien? On verra ça. Fais ce qu'il faut. Tu ne veux même pas de maison. Si, ai-je dit. Je veux la maison. Sa voix est devenue plate. Ne sois pas égoïste. Grand-père voulait ce qu'il y avait de mieux pour moi. Il l'a écrit, ai-je dit. Silence. Tu es obsédé par les règles parce que tu ne comprends pas l'amour, a-t-elle dit. Celle-là m'a fait mal, mais je n'ai toujours pas dit non. J'ai dit, parlons-en après ta remise de diplôme. 2 semaines plus tard, j'ai été assignée à comparaître.
Nora avait déposé une requête pour contester le testament et une plainte distincte pour restitution de fonds de soutien familial qui lui seraient prétendument dus, parce que j'aurais indûment influencé grand-père pendant une période de déclin cognitif. Le langage ressemblait à celui d'une série télévisée. Les preuves jointes me semblaient familières. Des photos de moi quittant la maison de grand-père avec un dossier, des captures d'écran de mes textos à grand-père. Je peux passer plus tard avec des formulaires ? Des copies des chèques que j'avais faits avec « frais de scolarité » dans le mémo, relégendés comme preuve de contrôle. J'ai appelé Nora. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. « Tribunal » a-t-elle dit. « Tu vas te ridiculiser » ai-je dit. Elle a soupiré. « Ne sois pas dramatique. C'est juste la manière la plus simple. Le juge comprendra. Tu as les moyens de te payer un avocat. Ce n'est pas personnel. C'est entièrement personnel. » Elle a haussé la voix pour la première fois. « Tu n'as pas le droit de rendre les choses plus difficiles. Ton seul rôle, c'est de te sacrifier. C'est ta place dans cette famille. » Clic. J'ai fixé mon téléphone, puis l'enveloppe sur mon bureau, celle contenant 7 ans de reçus, de virements bancaires, de relevés de prêts, et une chose qu'elle n'aurait jamais pensé que je garderais. J'ai glissé l'enveloppe dans mon coffre-fort. Je me suis assise, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis laissée être complètement en colère. L'audience sur l'héritage a été fixée à un jeudi matin. Je portais le seul costume que je possède, celui que je réserve pour les funérailles et les rares clients qui paient en personne. Dans le couloir devant la salle d'audience, maman lissait les cheveux de Nora comme si elle avait encore 8 ans. Papa m'a dit, on peut régler ça entre adultes. Nora est restée sur son téléphone, puis a levé les yeux et a dit, essaie de ne pas être théâtral. Je ferai de mon mieux, ai-je dit. À l'intérieur, il y avait des bancs, une horloge somnolente, un juge avec des lunettes en demi-lune et l'attitude de quelqu'un qui a vu toutes les familles se déchirer pour une maison à la peinture écaillée. L'avocat de Nora avait l'air de coûter cher. La mienne était une amie, Eva, qui me connaissait à l'époque où j'étais juste la fille qui pouvait trouver la combinaison de n'importe quel casier. Nora a commencé. Sa voix était calme, clinique. Elle a présenté la situation comme une mesure de protection. Ma sœur a isolé notre grand-père durant sa dernière année et s'est immiscée dans ses décisions financières. Elle a conditionné son soutien pour obtenir un avantage. Elle a utilisé des expressions comme « influence indue » et « manquement à l'obligation fiduciaire ». J'ai regardé les sourcils du juge ne pas bouger d'un millimètre. Son avocat a brandi des impressions, des photos de moi chez grand-père, des historiques de textos qui me faisaient passer pour quelqu'un qui contrôlait son emploi du temps. Rien de tout cela n'était faux. Ce n'était juste pas toute la vérité. Puis ce fut mon tour. Eva m'a demandé où était passé mon argent pendant 7 ans. À Nora, ai-je dit. Pourquoi ? Parce qu'elle voulait être médecin et que je croyais en elle. Nora a ricané doucement. Maman m'a fusillé du regard comme si j'avais insulté Dieu. Eva m'a fait un signe de tête et j'ai sorti de ma mallette une enveloppe, épaisse, laide, maintenue par un élastique comme une brique. Je l'ai apportée au greffier. Dossier financier, ai-je dit. Chaque virement avec mes mots, chaque paiement de loyer, chaque frais d'examen. Le juge a accepté la pièce à conviction. Et une dernière chose, ai-je dit. J'ai sorti une deuxième enveloppe, plus petite, en papier crème, jaunie sur les bords. Je l'avais trouvée dans le bureau de grand-père la semaine après sa mort, cachée sous son échiquier. Elle était adressée à Nora. Je ne l'avais jamais ouverte. J'avais envisagé de la brûler. Je l'ai tendue à l'huissier. Votre honneur, ai-je dit, c'est une lettre que grand-père a laissée pour ma sœur. Je ne l'ai pas lue. Elle devrait. Nora a semblé confuse pour la première fois de la matinée. Elle a pris la lettre avec des doigts précautionneux, a brisé le sceau, a parcouru la page et s'est figée. Le rouge lui est monté aux joues. Eva a continué comme si nous l'avions prévu. Nous soumettons également la pièce C, a-t-elle dit, en faisant glisser une pile de captures d'écran.
Ce sont des messages de Mademoiselle Cole à ses amis et à la mère de notre cliente, dans lesquels elle a écrit que garder les frais de scolarité au nom d'Ashley serait plus sûr pour moi, car je pourrais toujours la faire culpabiliser s'il arrive quelque chose. Il y avait plus. Elle avait aussi écrit, après la lecture du testament, qu'elle avait l'intention de me faire peur avec un procès pour que je renonce à la maison. L'avocat de Nora a objecté sur le fondement. Eva a établi le fondement. Le juge a feuilleté les pages, puis s'est tourné vers Nora. Maître, contestez-vous l'authentification? Il a chuchoté avec Nora. Nous nous réservons, votre honneur. Notez, a dit le juge d'un ton sec. Je n'avais pas fini. Votre honneur, ai-je dit, puis-je lire brièvement la dernière ligne de la lettre de mon grand-père à mon intention? J'ai brandi la page. Il est écrit, Ashley, si jamais quelqu'un te dit que ton seul rôle est de te sacrifier, dis-lui non. Nora a levé les yeux au ciel. Il écrivait des choses comme ça tout le temps. Il aimait ces petits aphorismes. Le juge l'a regardé. Mademoiselle Cole, aimeriez-vous résumer la lettre que vous venez d'ouvrir? Elle l'a pliée une fois, 2 fois. C'est privé. Compris, a-t-il dit. Mais c'est vous qui avez intenté ce procès. C'est une forme de communication de pièces, de toute façon. Elle a dégluti. Il a écrit que la maison devrait être à Ashley parce qu'Ashley ne demande jamais rien, et qu'on m'a déjà assez donné. La salle est devenue si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement de la lumière fluorescente. Maman a chuchoté, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Le juge s'est tourné vers moi. Mademoiselle Cole. J'ai sorti mon téléphone. Un dernier élément de contexte. Une vidéo. C'était un clip de 30 secondes filmé dans la cuisine de mon grand-père. Il est à table, la montre au poignet. Il regarde l'objectif, puis Nora, qui est hors champ. Sa voix est claire. Ma chérie, je suis fière de toi. Quand tu seras médecin, tu rembourseras Ashley jusqu'au dernier dollar. On l'écrira si ça t'aide à t'en souvenir. J'ai mis la vidéo sur pause. Horodaté, ai-je dit. 2 ans avant sa mort. Nora a dit, c'était une blague. Il plaisantait comme ça. On plaisantait en famille. Le juge s'est penché en arrière, les yeux sur l'écran, puis sur la lettre, puis sur Nora. Il a expiré par le nez, très lentement. Puis il a fait quelque chose que je n'ai jamais vu un juge faire. Il a regardé ma sœur, a souri très légèrement, et a éclaté de rire. Pas méchamment, plutôt comme quelqu'un qui venait d'entendre le mensonge le plus effronté du monde, livré avec un visage impassible. Maître, a-t-il dit en se reprenant. La position de votre cliente est intenable. À moins qu'elle ne souhaite aller jusqu'au procès et payer les frais de tout le monde pour ce privilège, je vous suggère de prendre les 5 prochaines minutes pour discuter d'un non-lieu définitif. Puis, il a ajouté plus doucement, Mademoiselle Cole, votre sœur est une banque. Nora fixait la table. Maman a cherché sa main et l'a manqué. Papa avait l'air vieux. L'écho du rire s'est tu. Le marteau n'est pas tombé parce qu'il n'y en avait pas, mais quelque chose en moi l'a fait. C'était le craquement net d'une corde qui se rompait enfin. Nous avons trouvé un accord dans le couloir. Le mot « accord » est généreux. Eva a rédigé une page sur un banc pendant qu'un huissier mangeait un muffin à 1 mètre de là. Nora a tout retiré. Elle a accepté de ne pas contester le testament. Elle a accepté d'arrêter de contacter mes clients. Oui, elle avait aussi essayé ça, envoyant des emails de « sœur inquiète » sur ma stabilité. En échange, j'ai accepté de ne pas demander de sanctions. Maman a essayé de minimiser la situation. Une dispute de famille. C'était un malentendu. Je l'ai regardé. Tu m'as dit que ma place était de me sacrifier. Elle a tressailli. J'étais contrariée. Tu étais honnête. Nora ne voulait pas croiser mon regard. Elle a plié la lettre de grand-père si petite qu'elle ressemblait à un secret qu'on pouvait avaler. Tu m'as humiliée, a-t-elle dit doucement. Tu m'as poursuivi en justice, ai-je répondu. Cette vidéo est la seule raison pour laquelle tu n'as pas pu te frayer un chemin à travers moi avec tes mensonges, comme tu le fais depuis que tu as 12 ans. Elle s'est raidie.
Tu penses que je suis une méchante. Je suis fatiguée. Je travaille si dur. Moi aussi, ai-je dit. Mais une seule de nous a envoyé une facture à l'autre pour ça. Nous étions là, avec nos tickets de récupération de bagages pour une relation qui n'est jamais arrivée. Papa a suggéré un brunch. Eva a fait une grimace comme si elle avait senti quelque chose de mort. J'ai dit que je devais retourner au travail. J'ai conduit jusqu'à la maison. Elle n'est pas grande. Les marches du perron s'affaissent. L'interrupteur de la lumière du Porsche grésille. Je me suis assise par terre dans le salon avec la montre dans la paume de ma main et les clés qui me mordaient la cuisse à travers ma poche. Le silence semblait différent. Pas vide, juste inoccupé, en attente. Cette nuit-là, j'ai mis le tableur de 7 ans dans un dossier intitulé « Clos ». Puis j'ai fait quelque chose d'imprudent. J'ai commandé une pizza avec tous les suppléments, sans coupon de réduction. J'ai posé mon téléphone face contre la table. Les semaines suivantes ont été calmes, comme si la ville avait jeté une couverture sur moi et m'avait dit de respirer. J'ai remplacé le coffre-fort sous mon lit par un autre, scellé dans le placard du couloir, et j'y ai déplacé les dossiers. J'ai remplacé la courroie de distribution de ma voiture qui se plaignait depuis des mois. J'ai accepté un seul nouveau client, une femme dont l'ex avait pris leur chien et avait disparu. Nous avons retrouvé l'ex à 2 états de là. Nous avons récupéré le chien. La femme a pleuré dans la fourrure du chien, et je n'ai pas facturé la dernière heure. Les gens qui connaissaient ma sœur ont envoyé des messages. Certains étaient en colère. Comment a-t-elle pu? D'autres étaient apaisants. Elle est stressée. Mon préféré venait d'un médecin titulaire qui l'avait supervisé en garde de nuit. Elle est brillante, a-t-il écrit. Nora a essayé une tactique différente. Elle s'est présentée sur mon porche avec du café et des yeux qui disaient « Je suis prête à être la bonne sœur si on fait comme si rien de tout ça n'était arrivé. » Je ne joue pas à l'amnésique, ai-je dit à travers la moustiquaire. Je t'ai remboursé, a-t-elle dit d'une petite voix. Non, ai-je dit. Tu as abandonné ta facture. C'est la même chose. Tu pourras entrer quand tu comprendras la différence. Elle a laissé le café sur le perron. 1 heure plus tard, il était froid. Je l'ai versé dans l'évier. Maman a envoyé un texto de groupe pour les plans de vacances comme une chef de projet envoyant une invitation de calendrier. Je n'ai pas répondu. Papa a appelé et laissé des messages vocaux sur le fait de repartir à zéro. J'en ai gardé un pour pouvoir entendre sa voix quand la version de lui qui existait dans ma tête me manquait. La maison a commencé à me sembler mienne. J'ai trouvé la boîte à outils de grand-père dans un tiroir à côté de pièces de monnaie et d'élastique. J'ai réparé l'affaissement de la marche du perron. J'ai remplacé la lumière du Porsche par une de ces lampes à détecteur de mouvement. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que la sécurité bas de gamme me réconforte. Des formations professionnelles. Un mardi, j'ai ouvert un compte d'épargne intitulé « Fonds Chalet ». J'ai envoyé un texto d'une seule ligne à Nora, « Fais-moi savoir quand tu veux ta moitié des dépenses du chalet ». Elle a répondu avec un cœur et rien d'autre. Très bien. J'ai aussi appelé l'organisme de crédit. Avec la part d'héritage que j'avais reçue, j'ai remboursé les prêts qui avaient vécu sous mon nom comme des berniques. Voir le solde atteindre 0, c'était comme couper un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'il ne faisait pas partie de moi. Le travail a changé par petites touches. J'ai arrêté de dire oui aux affaires qui payaient en liquide mais qui ressemblaient à du poison, celles où un propriétaire voulait, toutes les saletés que vous pouvez trouver. J'ai pris plus d'affaires de garde d'enfants et quelques cas de maltraitance de personnes âgées. Il s'avère que je suis douée pour écouter les gens qu'on a entraînés à penser qu'ils ne méritent pas d'être crus. 1 mois après l'audience, j'ai reçu un email de Nora. L'internat est brutal. Je suis de nuit. On peut parler quand ça se calmera? J'ai tapé, non. Puis je l'ai effacé et j'ai écrit, je ne suis pas disponible pour être ton bouton de réinitialisation. On pourra parler après que tu m'auras envoyé un plan pour rembourser ce que tu as promis à grand-père. J'ai joint un tableur, colonne, montant, date, intérêt à 0% parce que je voulais pouvoir dormir la nuit. Elle n'a pas répondu. 2 semaines plus tard,
un virement est apparu. 500 $. Mémo, premier. Puis 300 $ le salaire suivant, puis rien pendant un moment, puis 1000 $ après une garde supplémentaire. Pas d'excuses, pas d'explications, juste de l'argent avec des mémos en minuscules comme « Désolé »,« En retard » et « Eu une réparation de voiture ». Ce n'était pas assez pour tout réparer. C'était assez pour prouver une chose. Elle savait. Maman a envoyé un texto de groupe pour mon anniversaire avec des ballons. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai conduit seule jusqu'au chalet du lac. J'ai relu la lettre de grand-père. J'ai remonté la montre et je l'ai laissé faire tic-tac dans le silence jusqu'à ce que la pièce en soit remplie. J'ai dit à voix haute, à personne, non. C'était un mot propre. Ni cruel, ni mesquin, juste honnête. Et voici la partie à laquelle je ne m'attendais pas. La vie après un « non » est plus bruyante. La nourriture a meilleur goût. Une blague stupide d'un mécanicien en salopette tachée de graisse peut vous faire sourire jusqu'au parking. Les amis, ceux que vous n'arrêtiez pas de prétexter ne pas pouvoir voir, deviennent des ancres, pas des distractions. J'ai cessé d'être la femme qui vit en attente. J'ai commencé à répondre à mes propres appels. Je pensais que la conclusion serait un grand discours. Au lieu de ça, ce fut un après-midi ordinaire avec un petit son. Le cliquetis de la fente de la boîte aux lettres. Une enveloppe a glissé sur mon tapis. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, un chèque de banque de 8000 $ et un mot de l'écriture de Nora. Pour le printemps. Je continuerai. Rien d'autre. Pas de cœur, pas d'amour, pas d'excuses. Une écriture comptable qui admettait ce qu'elle avait nié. Je suis restée là un long moment. Puis j'ai mis le chèque dans le fond du chalet et je me suis fait un croque-monsieur qui ferait pleurer un nutritionniste. Je l'ai mangé sur le perron pendant que la nouvelle lumière à détecteur de mouvement s'allumait et s'éteignait chaque fois qu'un papillon de nuit essayait de conquérir la nuit. Les gens me disent encore que je suis si forte. Ils veulent dire, tu as continué à payer même quand ça faisait mal. Mais la force, ce n'est pas de porter une maison pleine des meubles des autres sur son dos jusqu'à ce que vos genoux se bloquent. La force, c'est de poser ses meubles et de verrouiller sa porte. La force, c'est de dire non et de ne pas s'en expliquer jusqu'à en avoir la gorge en sang. Ma mère envoie toujours des textos de groupe. Parfois je les lis, parfois non. Mon père a appelé la semaine dernière pour me dire que la pelouse chez eux a besoin d'être tondue. Je lui ai dit qu'il y a un numéro à appeler pour ça. Il a ri comme s'il pensait que je plaisantais. Je ne plaisantais pas. Nous avons terminé l'appel poliment, comme des voisins. Je vois Nora parfois les matins après ses gardes, quand elle sort en titubant de l'hôpital avec des yeux comme du papier. Une fois, elle m'a vu de l'autre côté de la rue. Elle a levé une main. J'ai levé la mienne. Pas une trêve, pas une guerre. Autre chose. Une limite qui tient. Si vous espériez une vengeance, je n'en ai pas. Le rire du juge a suffi. Le reste, la maison silencieuse, la montre qui fait tic-tac, l'affaire du chien qui se termine par une queue qui remue, le tableur nommé, Clos, fait mieux le travail que n'importe quel discours n'aurait jamais pu le faire. Voici la morale de l'histoire. Je ne suis pas un portefeuille. Je ne suis pas un personnage secondaire. Je ne suis pas une description de poste écrite de la main de quelqu'un d'autre. Je suis une personne, et ma réponse est non quand non est la bonne réponse. Et voici la promesse que je me suis faite sur le ponton du chalet, au coucher du soleil, avec la montre stable à mon poignet et l'eau qui bougeait comme une respiration, je ne laisserai plus jamais personne me dire que mon seul rôle est de me sacrifier. Ce n'est pas de l'amour. C'est du vol avec des manières. J'ai fini de payer pour être autorisée à entrer dans ma propre famille. J'ai mes propres clés maintenant. La porte s'ouvre de l'intérieur.